Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour ce premier numéro de l'année de Made in Africa, un numéro qui marque la reprise de notre magazine économique 100% africain. Pour cette nouvelle saison, nous continuerons à explorer les dynamiques qui font bouger les économies du continent à travers celles et ceux qui innovent et entreprennent. Ce soir, nous nous intéresserons à un pilier de l'alimentation en Côte d'Ivoire, le manioc, très plébiscité par la population. La récolte de manioc en Côte d'Ivoire a progressé de 8,2% en moyenne par an, passant de 4,4 millions de tonnes en 2015 à 8,2 millions de tonnes en 2023. Autre chiffre, la production d'Atiéké emploie jusqu'à 300 000 femmes et génère environ 800 milliards de francs CFA par an, soit 1,5% du PIB du pays. Atiéké, Plakali, Gari, le manioc fait partie de notre quotidien et de notre identité culturelle. Mais derrière ces plats bien connus se cache une véritable filière économique en pleine transformation, une dynamique portée notamment par la transformation locale, devenue un enjeu stratégique pour créer de la valeur et de l'emploi. Au sommaire ce soir, immersion au cœur d'un produit du quotidien en pleine réinvention. De notre premier reportage, vous découvrirez le parcours d'une entrepreneure ivoirienne qui a fait du Plakali bien plus qu'un simple plat, une véritable marque. De la production du manioc jusqu'à la transformation, elle maîtrise toute la chaîne de valeur et revisite un savoir-faire ancestral pour séduire une clientèle nouvelle. Dans notre second reportage, nous partirons à la rencontre d'entrepreneurs qui innovent, Atiéké déshydraté pour une conservation longue durée, biscuits ou encore alimentation animale à base de manioc, une filière en pleine mutation qui transforme une ressource locale en opportunité économique. Si je vous dis Plakali, Atiéké ou encore Gari, il est probable que je vous fasse voyager immédiatement au cœur de nos traditions culinaires. Mais aujourd'hui, certains entrepreneurs ivoiriens font le pari de moderniser ces produits emblématiques sans en perdre l'essence. C'est le cas de Véronique Vonan, fondatrice de la marque Plakali Abouré, qui a choisi de maîtriser toute la chaîne de production de la culture du manioc jusqu'à sa transformation. Un choix stratégique dans un pays où cette culture dépasse les 5 millions de tonnes chaque année. Véronique Vonan, la reine du Plakali ivoirien, un reportage signé Ornella Agbalé, Serge Zoré et Jean-Louis Mendonça. En Côte d'Ivoire, le Plakali est partout, dans les cérémonies, les foyers et surtout dans les restaurants de rue. Plakali 200, Claude 200, type 200. Mais plat là, piment avec un peu de gnagna. En Côte d'Ivoire, le Plakali, c'est notre nourriture de base. On met ça tous les jours, matin, midi, soir. Si tu es ivoirien et que tu ne mets pas Plakali, c'est que tu n'es pas ivoirien. Tu es un gawa. Accessible pour les petits budgets, ce plat traditionnel à base de pâte de manioc fermentée est un grand classique de la cuisine ivoirienne. Dans les quartiers résidentiels huppés d'Abidjan, le Plakali prend une autre dimension. Ici, ce plat populaire est proposé dans un cadre haut de gamme. C'est très bien fait. Et le cadre est très beau. Les serveurs sont accueillants. Même si ça coûtait 1 million, on allait payer 1 million pour pouvoir manger. Heureusement, même dans ce restaurant, le Plakali n'atteint pas le million de francs. Mais le prix peut tout de même grimper, jusqu'à 10 000 francs CFA, voire 20 000 francs pour des Plakali spéciaux, soit près de 10 à 20 fois le prix pratiqué dans la rue. À la tête de 3 restaurants à Abidjan, Véronique Vonan a fait le choix d'un service premium pour redonner ses lettres de noblesse à ce mets traditionnel. Le Plakali, c'est mon plat préféré et c'est un plat tellement prisé par la population ivoirienne. Ça fait partie vraiment du patrimoine culinaire ivoirien. Je me suis dit, il faudrait qu'on arrive à un point où on mange du Plakali dans un restaurant de luxe. Et c'est pour ça que j'ai vraiment créé cette salle-là, dans cette ambiance luxueuse. Un plat dit traditionnel peut aussi se manger dans un cadre très luxueux. C'est ce que je voulais montrer. Un concept qui séduit autant les habitants du quartier que les internautes. Sur les réseaux sociaux,
Plakali Abouré rassemble une communauté de plus de 400 000 abonnés. Face à la demande, Véronique a développé un centre d'appel pour les commandes à distance. Plakali Abouré, bonjour. Bonjour madame. Vous faites commande de place, s'il vous plaît? Un dispositif entièrement consacré au Plakali qui enregistre chaque jour des centaines d'appels. Donc vous êtes à combien d'appels déjà? Depuis ce matin? De bonnes menus sont autour de 120. 120? Pour bon 70. Du veto de Macori ici, autour de 20 appels comme ça. D'accord. Généralement, Macori c'est vers midi parce que chez les entreprises qui viennent beaucoup ici et puis les réservations. Dès 14h30, déjà vous commencez à appeler tous les clients pour savoir s'ils ont reçu leur plat, comment ça s'est passé. Vous enregistrez les clients dans la base de données. Au moins on sait, voilà, aujourd'hui ça n'a qu'à commencer très vite par le nez. Hein? Quand on dit 16h, on a fini le SAV, service après-vente. C'est bon? Okay. Bonne journée à vous. Fondatrice de la marque Plakali Abouré, Véronique Vonan a bâti son succès autour du Plakali en maîtrisant l'ensemble de la chaîne de production. Dans un pays où la production de manioc dépasse les 5 millions de tonnes par an, elle a décidé de se lancer elle aussi dans la culture de ce tubercule afin de s'assurer un approvisionnement direct. Elle fait également le pari d'une transformation locale à Bonois, au cœur des terres abourées, un savoir-faire ancestral qu'elle combine avec de nouvelles idées de recettes, toujours dans le but de surprendre et de susciter la curiosité autour d'un plat pourtant familier. Vous découvrirez comment son attachement au Plakali, ancré dès l'enfance, est devenu le moteur d'une réussite entrepreneuriale. Portrait d'une femme ivoirienne qui a su réinventer un mets traditionnel. Pour comprendre son succès, direction Bonois, terre natale de Véronique, réputée pour la richesse de ses sols et la qualité de son manioc. Le champ évolue, hein? Ils sont en train de récolter. Ils sont en arrivée, les maniocs. À elle seule, cette plantation de 4 hectares, gérée par sa mère, produit près de 100 tonnes chaque année pour alimenter ses restaurants. Ça suffit qu'on descend. Maintenant, est-ce que ici, là, avec ce qui est dans le bas-fond, là, ça peut produire pour les 6 mois prochains? Oui, ça peut. Ici, le manioc met 9 à 12 mois pour atteindre sa maturité. Mais il a besoin de conditions météorologiques particulières pour bien pousser. Il ne faut pas qu'il pleuve trop, il ne faut pas qu'il pleuve moins. Il faut que ça soit au juste milieu. Et comme on n'est pas maître du temps, on espère toujours que le temps nous fasse faveur au niveau de la production. La récolte s'accompagne de chants traditionnels. Même si l'ambiance est bon enfant, Véronique reste concentrée. Chez les Abourés, le manioc est une affaire sérieuse. Le Plakali Abouré est vraiment différent de ce qu'on peut trouver ailleurs. Parce qu'ici, on fait une production spécifique d'un manioc spécial. Donc quand on entend Bonois, on sait que le manioc de Bonois, il est bon. Et donc ça donne une certaine assurance déjà pour le consommateur, pour le client, mais en même temps dans la qualité rapport-prix, le client il paye un Plakali à 3 000 francs. Quand il entend le Plakali de Bonois, il est sûr que ce qu'il va acheter est vraiment bon. En baptisant son enseigne Plakali Abouré, elle transforme une origine ethnique en label de qualité. Ce jour-là, la récolte est particulièrement fructueuse et tout ce manioc va être transformé ici même, à Bonois. Mais avant de se rendre à l'usine de transformation, Véronique tient à faire un crochet chez son père. Cet ancien pétrolier et musicien a inculqué à sa fille l'amour de la culture abourée. Tous ces photos de les photos de son enfance, c'est là-bas. D'accord. L'attrait de Véronique pour le Plakali ne date pas d'hier. Ici, je nettoyais mon saxo et elle vient à peine d'arriver à l'école.
Et elle me demandait si j'ai un peu d'argent pour lui donner à aller manger Placali. Ça, c'est une affaire vraie, voilà. Elle demandait l'argent pour aller voir s'il y a Placali. Son affaire de Placali depuis à son enfance, voilà. Aujourd'hui, elle est devenue patronne de Placali. Elle a réussi dans Placali. Chargée de formation de profession, Véronique opère il y a 4 ans un virage décisif vers l'entrepreneuriat. Ce qui n'était qu'un goût d'enfant devient une vision, puis une entreprise. Les autres papas, les enfants sont des footballeurs, il y en a les enfants sont des boxeurs. Mais moi, c'est particulier aujourd'hui, elle est directrice de Placali Abouré. Au moins, elle a sorti quelque chose d'important dans notre vie, surtout le peuple Abouré. Voilà. Donc vraiment, ma fille, je te félicite beaucoup de m'avoir fait. Bisous. En 4 ans, elle a déjà ouvert 3 restaurants et emploie environ 100 personnes. Bon voyage. Et elle vient tout juste d'ouvrir sa propre unité de transformation de manioc, toujours sur sa terre natale, à Bonois. C'est dans ces locaux qu'est produit le Placali de ses restaurants. Une fois récoltés, les maniocs sont minutieusement épluchés, lavés et broyés pour former une pâte avant d'être cuits au feu. Le Placali est joli, hein? La texture est magnifique. Ouais. C'est la dernière marmite de la journée. Donc vous allez attacher ça tout à l'heure pour mettre dans les sacs là. C'est à ce moment qu'on mesure la qualité du manioc récolté. La texture est magnifique. On reconnaît un bon Placali par la texture déjà. Vous voyez que ça s'attire. Quand elle soulève comme ça, c'est bien étiré. Là, on sait que le manioc, il a réussi. Et aussi par le goût. Le goût, c'est pas aigle, c'est... Tu as l'impression que tu es en train de manger du foutou. C'est la particularité du Placali Abouré. Elle aurait pu produire tout son Placali à Abidjan, au cœur de ses restaurants. Mais pour Véronique, préserver le savoir-faire de sa région était impératif. Ici à Bonois, on a l'expertise des dames, des mamans. Ça reste toujours dans le côté traditionnel. Donc, elles ont cette expertise-là en matière de manioc, faire le latiqué, faire le Placali et tout. Donc, j'ai vraiment voulu maintenir ce côté traditionnel-là ici. L'unité emploie 10 personnes et produit 840 000 portions de Placali par an. Mais Véronique ne compte pas s'arrêter à la production artisanale. Elle vise le marché international. Et pour cela, elle a investi dans des équipements. Ici, ça sera vraiment l'industrialisation du Placali. Donc, rendre le Placali en poudre, la poudre de manioc, pour permettre aux ménages, aux personnes qui sont à l'international, de pouvoir avoir un Placali Abouré desséché. Donc, soit avec cette dérivée-là, mais surtout ce qui sera plus pratique, ce sera la poudre de manioc qu'on a prévue. Donc, ce sont les machines, le déshydrateur. On a encore des machines qui viennent de l'Occident, de la Chine. En tout, elle en a eu pour 5 millions de francs CFA et prévoir d'acquérir davantage de machines dans les mois à venir. Le rêve de Véronique, industrialiser le Placali, mais aussi le réinventer avec de nouvelles recettes phares. Et pour ça, direction Abidjan. Cet après-midi, Véronique prépare un événement très spécial dans son restaurant de Yopougon. Que chacun prenne son poste, pardonnez, hein? Les serveurs là, venez. Elle vérifie tout, du personnel à la sonorisation. Moi le DJ. Ça marchait tout à l'heure, on ne peut pas avoir un problème de baffe là actuellement là. Bientôt, le restaurant ouvrira ses portes à des personnalités publiques, des clients fidèles et des visiteurs curieux de découvrir les nouveautés du Placali Abouré. À 1 heure de l'événement, nous la retrouvons en cuisine. Très bien. Moi, je vais laver ma main. L'assaisonnement est top, pas de piment, très parfait. Le Placali Abouré organise sa première dégustation privée de nouvelles recettes. Aujourd'hui, on va faire découvrir à la clientèle le Placali au calamar, le Placali aux écrevisses, le Placali aux gambas et tout. Donc, c'est vraiment une innovation que Placali Abouré essaie de mettre en place pour vraiment viser l'excellence. Avec ces nouvelles recettes,
Véronique veut surprendre et séduire ses clients. Pendant ce temps, les premiers participants font leur entrée, impatients de rencontrer Véronique, l'ambassadrice du Plakali. C'est comme elle a élevé. Oh, merci, c'est gentil. Ce plat traditionnel l'a propulsé au rang de personnalité publique. La cérémonie s'ouvre par une prière, puis place à la dégustation des plats. C'est ça. Bien, j'espère. Ça se passe bien. Pour vivre cette expérience gastronomique exclusive, chaque participant a payé 10 000 francs CFA. Les buffets étaient ouverts, les plats sont très bons, franchement, c'est à refaire. On espère qu'elle va renouveler, que ce ne sera pas une seule édition. Vraiment, elle nous a montré que le Plakali pouvait être à un autre niveau. Son pari est totalement réussi. Véronique Vonan n'a pas inventé le Plakali, mais elle l'a transformé en plat d'exception, ce qui lui a valu le prix national d'excellence en 2024. À travers son concept, le Plakali Abouré, elle démontre qu'un plat traditionnel peut devenir une référence gastronomique. Retour sur le plateau de Made in Africa et pour débattre ce soir, j'ai le plaisir d'accueillir Miss Olga Ballo. Elle est agro-transformatrice PCA de l'Union des sociétés coopératives du vivrier et de l'élevage de la Marawi. Avec elle, Monsieur Ali Ouattara, il est sous-directeur de la professionnalisation et de l'assistance commerciale au sein de l'Office d'aide à la commercialisation des produits vivriers au CPV. Et Madame Naminata Diaby, dirigeante de l'Erana Foods. Mesdames, Monsieur, bonsoir. Bonsoir. Merci de nous rejoindre dans Made in Africa. Alors, première question pour vous. Quelle est votre appréciation de ce parcours de Véronique Vonan? Elle magnifie l'excellence culinaire de la Côte d'Ivoire. Je pense que le Plakali, on le connaît tous dans les rues, mais cette fois-ci, je pense que ce plat est sublimé par cet entrepreneur de haut niveau. Et je pense que les jeunes devraient vraiment se servir de cette très belle expérience, parce que moi j'appelle ça une success story africaine. Ce n'est que votre première intervention. On reviendra vers vous, Madame Diaby, et bien vous aussi, vous êtes entrepreneur. Quel regard portez-vous justement sur cette initiative? Vous aussi, vous êtes dans la filière manioc. C'est ça. Voilà. Moi, je trouve que vraiment, elle a vraiment donné un autre standard au Plakali. On avait l'habitude de consommer le Plakali, c'était dans les petits cabarets, mais là, c'est dans un autre niveau. Et ça fait que le Plakali, il est mieux vu par rapport à avant, dans un bon cadre, agréable, et ça donne envie. Petite question pour vous. Vous êtes entrepreneur, on voit qu'elle a réussi. D'après vous, c'est quoi la clé de son succès? Moi, je pense que c'est la résilience. Ouais. Parce que pour un entrepreneur, au début, c'est difficile pour tout le monde. Personne ne dira que ça a été facile. C'est la résilience et l'amour pour ce qu'on fait. Olga Ballo, qu'est-ce qui vous marque le plus dans cette histoire de Véronique Vonan? Je peux dire que vraiment, elle nous a allégé la tâche pour nous dire qu'on peut rêver. Et il faut rêver grand. Vous travaillez également avec des agro-transformatrices. Alors, d'après vous, aujourd'hui, quels sont les plus grands obstacles auxquels les agro-transformatrices font face? On n'a pas le matériel adéquat pour pouvoir aller plus vite. Donc, ça fait qu'on ne peut pas produire assez. On ne produit pas assez. Dans le manioc, il y a beaucoup de difficultés. Le travail, il est très ardu, il est très difficile. Parce que de la récolte jusqu'à la transformation, vraiment, c'est un parcours de combattant. Donc, si on a nos ingénieurs qui peuvent déjà inventer des machines qui vont nous permettre de pouvoir travailler plus aisément et plus facilement, je pense que ça sera vraiment un plus. L'OCPV, on ne vous a pas beaucoup eu sur les plateaux de Made in Africa, donc évidemment, nous-mêmes, ainsi que les téléspectateurs, on a envie d'en savoir davantage. Déjà, quelles sont vos missions et est-ce que vous pouvez intervenir pour aider des agro-transformatrices à mieux faire leur travail? Si oui, comment? Déjà l'OCPV, c'est l'Office d'aide à la commercialisation des produits vivriers. On veut aujourd'hui passer à une professionnalisation de la filière vivrière en Côte d'Ivoire. C'est vrai qu'auparavant, on avait des essais ça et là,
mais on veut vraiment arriver à une filière qui est vraiment réglementée et structurée, comme le café cacao, comme le coton, l'anacade, le palmier, l'ivia. Alors, donc, je produis du manioc. Comment vous m'accompagnez pour me professionnaliser, concrètement? La professionnalisation part d'abord de l'identification d'abord de l'acteur. Lorsque cet acteur est identifié, on va chercher à le formaliser. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Vous avez des personnes, des dames qui ont 20 ans d'expérience, mais qui n'ont pas de traçabilité, que ce soit dans la comptabilité, que ce soit dans la gestion des stocks. Donc nous, ce que nous faisons, c'est de pouvoir déjà leur donner un parcours en termes de traçabilité pour que ces organisations-là soient vraiment éligibles à la finance classique. Ensuite, vous m'avez structuré, j'ai mes produits, vous faites quoi après? On vous aide à commercialiser. C'est-à-dire que nous avons notre base de données de grossistes, d'acheteurs, que ce soit dans la grande distribution. Donc, nous faisons des mises en relation d'affaires. Alors, Madame Diaby, ici présente, vous faites quoi? Moi, je fais tout ce qui est chips à base de la pâte de manioc. Oui. Et on a des bâtonnets de manioc qu'on sort à partir de la pâte que je connais, que j'ai déjà testé. Que vous connaissez déjà, voilà. Que vous avez dégusté. Et là, on a des versions diverses, on a des saveurs diverses, sucré, épicé, chocolat. C'est ça. Et moi, comment moi je fais pour aller vers vous? Voilà, très bien. Bonne conversation. Déjà, est-ce que vous intervenez dans les produits qui sont transformés? Parce que ces produits sont transformés en bâtonnets, en chips, emballés. Oui. Est-ce que ça fait partie du vivrier? Ça fait partie vraiment du vivrier. Okay. Le vivrier, c'est tout produit qui soit transformé ou non d'origine végétale, animale ou halieutique destiné à l'alimentation humaine. Et si elle veut aller à l'international? Nous pouvons également l'aider. Nous pouvons également l'aider parce que nous avons reçu déjà plusieurs entreprises qui viennent nous voir au bureau, non seulement pour pouvoir faire la communication sur leurs produits, parce que, je le dis également, nous avons une plateforme qu'on appelle e-grenier, qui s'occupe de la mise en relation d'affaires. Parce que ce que nous avons constaté, on a constaté qu'il y avait une asymétrie d'information entre les producteurs, les commerçants et les transporteurs. Donc, nous avons voulu fédérer tous ces acteurs de la chaîne de valeur sur une seule plateforme. Et donc, cette plateforme existe, elle fonctionne. On connaît vos ambitions, quels sont vos résultats? Aujourd'hui, combien de personnes sont sur la plateforme? Est-ce que vous avez atteint votre vitesse de croisière? Oui, c'est-à-dire que nous, aujourd'hui, nous sommes autour de 8000 personnes déjà inscrites sur cette plateforme. Mais on est d'accord que ce n'est pas assez? Oui, ce n'est pas assez. Mais ce que je voulais signifier, c'est qu'on a affaire à ceux qui ont des difficultés de commercialisation. Il y en a d'autres qui s'en sortent? Il y en a d'autres déjà qui n'ont pas de problème. Nous, on a affaire à ceux qui n'arrivent pas à vendre ou qui ont des difficultés pour pouvoir trouver des débouchés pour leur production. C'est vraiment ça. Quand on regarde la stratégie de Véronique Vonan, on se rend compte de sa très forte touche de marketing et de sa capacité à vendre une histoire. Elle peut prendre son manioc partout, mais comme elle s'appelle Placali Abouré, elle préfère prendre son manioc à Bonoa. Elle a pris une plantation elle-même. Et puis ensuite, elle peut transformer sa production, elle peut transformer partout. Elle décide de rester à Bonoa, toujours avec des femmes abourées qui viennent transformer. Donc, elle raconte une histoire. Et elle se dit que quand on fait Placali Abouré, c'est vraiment depuis les terres abourées, la technologie abourée, la stratégie abourée, les femmes abourées et tout ça. Donc, elle vend une histoire et elle veut exporter cette histoire en ce sens qu'elle s'apprête, avec son usine, à transformer son Placali et à le vendre. Est-ce que c'est important, la dimension marketing, pour raconter une histoire qui accroche les gens? Qui répond en premier? Oui. Je peux dire que tout ce que nous faisons, il faut qu'il y ait une traçabilité, il faut qu'il y ait une histoire. C'est une histoire que nous racontons. Donc, c'est vraiment c'est ce côté-là qu'il faut préserver, l'authenticité. Il faut préserver les goûts, il faut préserver la technicité. Il faut pouvoir transmettre ça demain. Moi, je pense qu'elle est sur une très bonne lancée, mais je voudrais par la suite lui demander de vraiment étendre ça. Parce que je veux dire que ce n'est pas seulement qu'à Bonoa qu'on a du Placali, on a du Placali partout. On a du Placali dans la Marawe, on a du Placali à Yamoussoukro, on a du Placali partout. Donc il faudrait que... Non, ne lui filez pas le doc, moi je vais faire le Placali de la Marawe. Voilà. D'accord.
Très bien, oui. Un petit mot. Moi, je pense que c'est une storytelling qu'elle est en train de raconter. Ouais. Depuis son Abouré et son Beaunois natal, elle raconte toute sa trajectoire jusqu'à ce que ça arrive dans l'assiette du consommateur. C'est ça. Et même dans son storytelling, elle a accepté qu'on voit son père, qui nous raconte également son histoire à elle, avec le Plakali depuis qu'elle est petite. On vient de le voir dans son premier reportage, le manioc peut se réinventer et ce mouvement dépasse aujourd'hui les initiatives individuelles. C'est toute une filière qui change d'échelle. D'Abidjan à Yamoussoukro, ils sont nombreux à imaginer de nouveaux débouchés pour cette racine. Le boom des dérivés du manioc, c'est un reportage qui est signé Ornella Gbalé et Jean-Louis Mendonça. En Côte d'Ivoire, le manioc est bien plus qu'un aliment de base. C'est un pilier national. Et sa forme, la plus célèbre, c'est l'atiéké. L'atiéké, c'est l'identité culturelle. Parce qu'on ne peut pas parler de Côte d'Ivoire sans parler d'atiéké. Cette semoule de manioc fermenté, cuite à la vapeur, accompagne le quotidien de millions d'Ivoiriens. Chaque jour, moi, je mange de l'atiéké 700. C'est le gaba. C'est très bon. Et puis, c'est doux. Voilà, ça te rend en pleine forme et puis ça te donne toujours la santé. Avec plus de 5 millions de tonnes produites chaque année, le manioc s'impose comme un pilier de l'alimentation et de l'économie ivoirienne. Mais aujourd'hui, le secteur change de dimension. Atiéké déshydraté, conservable jusqu'à 3 ans. Biscuits à base de farine de manioc, ou encore alimentation animale à base d'épluchures. D'Abidjan à Yamoussoukro, les initiatives se multiplient. Des entrepreneurs investissent, innovent et transforment une ressource locale en produit à forte valeur ajoutée. Dans ce reportage, nous vous emmenons au cœur d'une filière en pleine mutation. À Bingerville, l'entreprise Mans Industries s'inscrit dans cette dynamique en introduisant une innovation majeure, l'atiéké déshydraté. On va envoyer ça là-bas. Cet après-midi, l'activité est intense. Les équipes préparent une commande de 2 tonnes d'atiéké déshydraté destinée au marché européen. Il faut bien repartir l'atiéké pour que ça soit bien séché. Okay. Parce qu'après, quand c'est pas bien reparti, il y a des parties qui ne sont pas secs. Et tout donc repartir partout. Cette étape marque le début de la déshydratation avec un atiéké déjà cuit, prêt à être transformé. Donc ça, c'est l'atiéké que vous connaissez, l'atiéké normal que vous connaissez, qui est cuit. On peut même le manger déjà avec que vous voulez, poisson, poulet, tout ça. Donc c'est quand il est cuit que voilà que nous on commence maintenant le processus de déshydratation. Donc la première étape, c'est de mettre l'atiéké de manière repartie dans des claies. Une fois disposée sur les claies, la semoule entre dans la phase de séchage. L'unité utilise un équipement de pointe, un déshydrateur d'une valeur de 8 millions de francs CFA, capable de traiter jusqu'à 350 kg d'atiéké par cycle. Cette machine permet de pouvoir sécher l'atiéké à température basse pendant 5 à 6 heures de temps. Durant ce processus, la machine extrait l'humidité contenue dans l'atiéké afin d'obtenir un produit sec et plus léger. L'entreprise a fait le choix du déshydraté depuis 7 ans pour répondre aux exigences du marché. On a déjà l'atiéké normal que vous connaissez, mais on a décidé de pouvoir rajouter le déshydraté pour que l'atiéké qu'on produit puisse avoir une longue durée de conservation, disons 2 à 3 ans. Et aussi, quand on déshydrate l'atiéké, il perd en volume. Donc pour tous ceux qui voyagent, quand ils ont 10 kg de atiéké déshydraté, quand ils vont le réhydrater à la consommation, ils ont 20 kg. Donc on gagne en poids, on gagne en durée de conservation. Là où l'atiéké classique se conserve que quelques jours à l'air libre, cette version ouvre de nouvelles perspectives, notamment à l'export. Tu mets en marche et puis après tu regardes le taux d'humidité pour voir comment ça évolue. Après séchage, l'atiéké passe à l'émauteuse pour affiner la semoule, puis au vannage pour éliminer les impuretés.
On n'a pas de fibres, c'est bon. C'est très bien. Ensuite, le produit est pesé avec précision avant son conditionnement. Je suis à peine avancée, l'emballage. Alors, il faut bien mettre les quantités. Il faut faire 500 grammes, pas dépasser, ni plus ni moins, s'il te plaît. Ici, le kilo d'attiqué classique se vend à 750 francs CFA contre 2500 francs pour la version déshydratée en raison de sa valeur ajoutée. Mais dans le secteur du manioc, l'innovation ne s'arrête pas à l'attiqué. Toujours à Abidjan, dans cette unité de production, le chef Justin s'apprête à relever un défi inédit. Là, on va faire les biscuits de farine de manioc. Voilà. Au chocolat. Voilà, au chocolat. J'ai mes ingrédients et tout. Là, on a du chocolat, on a le beurre, l'œuf, la farine de manioc. Des biscuits au chocolat à base de manioc. Un produit encore méconnu du grand public. Il prépare une commande spéciale pour l'entreprise Mando, spécialisée dans les dérivés du manioc, depuis un an. Près de 45 kilos de biscuits doivent être produits aujourd'hui. La pâte est façonnée puis enfournée. 15 minutes plus tard, les premiers biscuits sortent du four. Comment ça va, chef Justin? Oh, ça va, Fatima. Et les biscuits? Oh, ça va. Et vous? Ça va. Ok. Ça s'est bien passé? C'est très bien passé. C'est encore chaud? Ouais, en tant que ça refroidisse avant de les C'est quitté il n'y a pas longtemps, en fait? Ouais, ça va, Okay. on a 5 minutes comme ça. 5 minutes, d'accord. Ouais. Une recette simple en apparence, mais une matière première exigeante. C'était un défi de trouver un chef pour cuisiner, pour faire les biscuits avec les produits de manioc, la farine de manioc plus précisément, parce que c'est quand même fragile un peu, la farine, parce qu'il faut faire attention pendant le packaging, parce que les biscuits avec la farine de manioc sont plus faciles à casser qu'avec des farines de blé. Une complexité liée au fait que la farine est dépourvue de gluten. Mais cette innovation digeste et nutritive attire une clientèle de plus en plus curieuse. Nous avons choisi le manioc parce que c'est une richesse locale importante pour la Côte d'Ivoire déjà. Et puis elle est digeste et sans gluten. Ça appréhende un défi parce que c'est nouveau. Quand même, on n'avait jamais vu des biscuits de manioc. Par rapport à ce qu'on constate au vu des ventes des biscuits de Mando, on constate que les gens découvrent et ils commencent à apprécier. Déclinés en plusieurs saveurs, chocolat, cajou et gingembre, les biscuits Mando ont trouvé leur place en grande surface. Bonjour monsieur. Ah, bonjour. Nous sommes venus pour la livraison de Mando Food. Au prix de 1650 francs CFA, les 100 grammes, aux côtés des chips de manioc, un autre produit phare de la marque. Le manioc se réinvente au-delà d'Abidjan et des produits d'alimentation pour le grand public. À Yamoussoukro, ce sont désormais les épluchures de manioc qui trouvent une seconde vie. Bonjour, bonjour tout le monde. Bonjour maman, comment ça va aujourd'hui? Ça va bien? Vous n'avez pas assez de manioc aujourd'hui, hein? Ça c'est combien de tonnes comme ça qu'il y a là? C'est une tonne qui est là. Depuis 3 ans, Guessambi, entrepreneur agricole, collecte en moyenne 5 tonnes d'épluchures par mois, directement auprès de ses productrices. Ça c'est le Yavo. Ça c'est le Yavo. C'est le 1, Yavo 1, Yavo 2. Yavo 1. Ok. Longtemps considérés comme des déchets, ils les transforment aujourd'hui en farine animale. Avant toute transformation, les épluchures passent par la première étape, le tri. Avant d'aller traiter nos épluchures, il faut toujours passer par ce process. Il faut toujours bien nettoyer, il faut être sûr à 100% que les épluchures que nous utilisons ne sont pas contaminées. C'est vrai que c'est les épluchures qu'on utilise, mais quand il y a des pourritures comme ça, il faut faire très attention. En achetant ces épluchures, ils génèrent un revenu complémentaire pour ces femmes.
estimés au minimum à 3 000 francs CFA, selon leur production. Une initiative née d'un contexte particulier, la crise du Covid. Avec la Covid, il y avait une pénurie de maïs sur le marché local. Et souvent, voir mes poissons ou mes poulets sans nourriture et tout ça, c'était écœurant. Du coup, j'ai commencé à faire des recherches sur des solutions locales, alternatives au maïs qui était importé. C'est comme ça que je vais découvrir qu'en Inde, au Nigeria, d'autres personnes valorisaient déjà les épluchures qu'ils transformaient. Avec ces 300 kilos d'épluchures récoltées, il pourra produire 100 kilos de farine animale. Cette farine, la voici, après être passée par l'étape de broyage. C'est donc cette farine-là qui va servir de base pour la composition de notre aliment fini. Pour le poisson, pour la volaille, le bétail et tout part d'ici. Bonjour, vous allez bien? La farine d'épluchure de manioc doit être mélangée à d'autres ingrédients pour fabriquer un aliment complet. Je veux 14 kg de soja, 9 kg de farine de poisson. Ce sont des chiffres choisis de façon technique, de façon très maîtrisée pour pouvoir atteindre un objectif de protéines de 42, taux de protéines de 42% pour nos poissons. Produite localement, il vend sa farine à 150 francs CFA le kilo, loin des 200 à 300 francs du kilo de maïs. Une solution plus accessible pour les éleveurs et bénéfique pour la croissance des poissons. Ce sont des poissons qui auront facilement une digestion facile, une croissance plus rapide et puis à moindre coût en fait. Parce que nous avons transformé un produit jeté dans la nature en une richesse. Après plusieurs heures de production, l'aliment est prêt à être livré. Direction une ferme piscicole, à 10 minutes d'ici. On dit quoi? Ça fait 2 jours là? Ouais, je suis là. Bon, ton sac est là, tu peux essayer de vérifier et puis voilà. Donc voilà, hein, on a fait tous les efforts pour pouvoir livrer au moins celui-là aujourd'hui. Dans ces bassins, des alevins de 2 mois sont en pleine phase de croissance. Après avoir longtemps utilisé des aliments importés à base de maïs, M. Céa a opté, il y a quelques mois, pour cette alternative locale. Concrètement, les poissons réagissent bien à l'aliment. Parce que en pisciculture, vous pouvez mettre un aliment, pour la première fois ils sautent, ils mangent, mais après ils ne viennent plus. Évolution au niveau du poids. On sent que les poissons ont quand même grossi. Ils se portent bien, il n'y a pas de ballonnement et tout ça, donc on estime déjà que c'est un bon aliment. Aujourd'hui, Guessambi, pour son projet pilote, approvisionne déjà une dizaine de pisciculteurs dans la région, avec une ambition claire, passer à l'échelle industrielle. Le projet, il est viable, le projet, il est là, il est fait pour les Ivoiriens, avec des matières premières made in Côte d'Ivoire, issues de nos terres, le manioc, tout le monde produit. Ce sera non seulement à notre titre personnel de faire du profit, mais de permettre aussi vraiment aux éleveurs ivoiriens d'avoir des produits de qualité, mais à moindre coût, avec des produits locaux. Du champ aux unités de transformation, le manioc révèle tout son potentiel à travers l'innovation. Cette filière, longtemps traditionnelle, devient un véritable levier de développement économique. Une dynamique qui confirme une chose. En Côte d'Ivoire, le manioc n'a pas fini de se réinventer. Allez, retour sur le plateau de Made in Africa. On a le sentiment qu'on ne sait pas tout sur le manioc. Donc je vais vous poser certaines questions pour qu'on comprenne. Parce que là, on voit qu'on est dans une autre dimension. Premièrement, est-ce que la Côte d'Ivoire est autosuffisante en manioc? Est-ce qu'on a tous nos besoins sont comblés ou est-ce qu'on en importe? Oui, la Côte d'Ivoire est autosuffisante en manioc. On en exporte aussi?
Oui, on en exporte, mais pas assez, puisque nous, au niveau de l'OCPV, on a un système de régulation à travers l'autorisation préalable à l'exportation des produits vivriers. Il faut qu'on s'assure que le produit est consommé et qu'on est vraiment autosuffisant avant de pouvoir exporter le surplus. Ouais. Donc, nous déjà, à ce niveau-là, nous pouvons dire oui, avec beaucoup d'aisance, que la Côte d'Ivoire est vraiment autosuffisante. Alors, on a plusieurs points qui sont revenus dans le reportage. On va essayer de les traiter. La farine de manioc est difficile à manipuler, c'est friable, etc., etc. Est-ce que vous confirmez? Oui. Le manioc, même le tubercule manioc, il est difficile en fait. Ouais. Il est difficile, c'est pas... Par exemple, nous qui faisons les bâtonnets de manioc, c'est difficile pour nous de maintenir comme des bâtonnets peut-être moins secs. Parce que le tubercule manioc, il est sec en général. Donc on a des techniques pour pouvoir ramener le manioc à un niveau de truc acceptable en fait. Sinon, il est difficile en fait de maîtriser totalement le tubercule manioc. Est-ce que les Ivoiriens aiment les produits à base de manioc, notamment les chips? Votre retour d'expérience? En tout cas, moi, personnellement, les bâtonnets que nous faisons, la plupart des gens, quand ils voient, ils sont étonnés que ça puisse exister, ces bâtonnets-là, et puis ils sont étonnés que ça vienne en fait du manioc. Parce que généralement, le manioc, on ne le consomme pas comme ça. On a l'habitude de le consommer, mais pas de cette manière-là. Et quand ils goûtent, ils sont vraiment émerveillés et directement, ils adoptent, ils apprécient. D'accord. Est-ce qu'on gagne de l'argent dans le manioc? Déjà au niveau de la production, rien que je plante, je produis, je vends. Est-ce que ça rapporte et c'est quoi le cycle de production? Le manioc est une culture qui est vraiment rentable pour le producteur s'il maîtrise ses coûts. Je vais vous écouter, Olga Ballot. C'est rentable? Pas toujours? Pas toujours. Ok. Pas toujours parce que moi je prends, notre cas, nous sommes à l'intérieur du pays. Voilà, nous sommes précisément à Boisflé. Et là-bas, les prix sont vraiment très bas. Voilà, parce que l'état des routes, on n'arrive pas encore de ce côté-là. Donc, ce n'est pas encore rentable. Voilà, on est d'accord. Cela dit, est-ce que le fait justement de ne pas avoir accès à certaines zones de production a une incidence sur des pertes post-récolte? Aujourd'hui, est-ce qu'on a des pertes post-récolte sur le manioc? Oui. Oui. Généralement, de façon générale, je vais prendre les produits vivriers en Côte d'Ivoire, vous avez quand même 40% de pertes post-récolte. Et nous, on veut essayer, je parle vraiment de l'État de Côte d'Ivoire à travers tous les programmes, les projets que vous connaissez, de pouvoir vraiment essayer de réduire à 20% le taux de perte post-récolte. Et ça passe par une transformation, par une valorisation des produits. Des moyens de stockage. Des moyens de stockage. Voilà. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a un produit vivrier qu'on connaît où on sait qu'il y a le maximum de pertes, enfin on en perd trop? Je peux dire la banane plantain. La banane plantain. La banane plantain, quand même, on en perd assez, puisque lorsqu'on est dans une période vraiment d'abondance, on a vraiment des pertes vraiment élevées. Je veux réagir un peu pour dire que le manioc aussi est très fragile. C'est-à-dire que quand on le récolte, il faut dans les 1 à 2 jours les prendre pour aller les vendre. Sinon, on a assez de pourriture. Est-ce qu'il y a des moyens de conservation aujourd'hui? Aujourd'hui, ce que nous faisons, nous avons déjà mis en place les marchés de proximité. Oui. Donc, ce que nous faisons, c'est de pouvoir inciter les transformateurs des environs autour de nos marchés de proximité à pouvoir faire de la transformation primaire. Mais nous, l'État de Côte d'Ivoire, vraiment, on veut aller jusqu'à pouvoir conserver le produit à travers des chambres froides que nous allons installer sur les marchés de proximité. Alors, on est sur la question de la perte, mais une des solutions, c'est les chambres froides. C'est ça. Une autre, c'est la mise à consommation rapide. Ça. Mais une autre, c'est également la transformation. Aujourd'hui, on voit que non seulement ça permet de prolonger la vie des produits, mais on gagne. L'enjeu aujourd'hui, même pour l'enrichissement du producteur ou du transformateur, de passer à la transformation. Voilà, vous l'avez très bien dit, comme la dame vient de me dire, c'est-à-dire qu'avec la transformation, on gagne plus. Il y a un plus-value que nous avons. Donc il faut passer véritablement à la transformation industrielle. Bon, alors, dans ce monde-ci, j'ai remarqué qu'on a les problèmes et on a les solutions. Oui. Sauf qu'on ne sait pas pourquoi la solution ne rencontre pas le problème pendant longtemps. Tout à fait. Je veux savoir, vous transformez comment? Vous avez des machines aujourd'hui? On a des machines. On a des machines. Vous avez investi cher? On a investi cher dans des machines.
mais ce n'est pas en quantité qu'on souhaite actuellement. D'accord. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui, M. Ouattara? L'OCPV est partenaire de plusieurs projets. Je prends le cas du PDC2V où on a eu en tant qu'agence partenaire, on a eu à accompagner dans l'accompagnement au financement à travers le fonds à coût partagé, dont Madame je suis bénéficiaire. OK. J'ai été bénéficiaire. Alors, c'est combien de millions qui sont dirigés vers vous? Quelle discrétion! Je veux dire, c'est des chiffres qui sont censés être publics. Alors, donc, c'est quoi l'enveloppe globale finalement? On était autour quand même d'une cinquantaine quand même de milliards. De milliards? De francs CFA. OK. Avec combien de bénéficiaires? On a eu près de 1000 bénéficiaires, un peu plus de 1000 bénéficiaires en tout. En tout, parce que quand on divise, c'est qu'ils ont eu 1000 bénéficiaires d'argent, 50 milliards pour 1000 personnes. Par rapport à la question, tout à l'heure, j'ai dit que c'est pour ça qu'il est important de pouvoir faire ce genre de débat, pouvoir mettre tout le monde d'accord sur ces fêtes-là. Donc, je tenais à vous dire merci. Nous avons invité de venir débattre de notre quotidien. Merci beaucoup. La Côte d'Ivoire est championne dans plusieurs spéculations. Elle est championne en matière de manioc. Il faut maintenant qu'elle soit championne dans l'industrialisation du manioc. C'est important. Et de tous les autres produits. Et puis souvent, on nous dit que, au fond, les locaux aiment les produits locaux, c'est parce que souvent c'est pas bien présenté, c'est pas bien emballé. Mais là, on se rend compte qu'au-delà des populations, même les poissons locaux également aiment la nourriture locale. On se rend compte que les poissons, ils aiment le manioc. Parce que le pisciculteur nous a dit, parfois vous donnez la nourriture, ils sortent et ensuite ils reviennent plus. Mais là, ils reviennent et le monsieur qui transforme ça, eh bien, il a au moins 10 pisciculteurs à qui distribuer. Tout à fait. Donc c'est aussi un élément de... Il faut qu'on apprenne que chez nous, même nos animaux peuvent manger nos produits locaux. Effectivement. Effectivement. Et je pense que en dehors de la transformation pour l'alimentation humaine, je pense que on devrait ouvrir également, susciter de nouvelles vocations, justement. Susciter de nouvelles vocations à travers ce magnifique reportage que vous venez de faire. Je pense que des jeunes vont voir ce reportage et peut-être ouvrir leur réflexion vers ces métiers innovants. OK. Il y a des opportunités donc économiques pour les jeunes? Oui. Ouais. Plein. Alors, puisqu'on dit que les jeunes vont suivre ce reportage, mais les autorités aussi, est-ce que vous avez des besoins pour aller plus loin? Moi, sincèrement, on a des besoins. C'est de vraiment promouvoir, vulgariser le Made in Côte d'Ivoire. C'est la Côte d'Ivoire qu'on valorise à travers nos transformations locales. C'est de vraiment nous accompagner, nous aider à vulgariser nos produits, à vendre. Il y a des supermarchés qui refusent de prendre nos produits parce qu'ils disent qu'ils ne voient pas l'intérêt. Oui, ça c'est un sujet à traiter, mais pas ce soir. Madame Ballot? Oui. Vraiment, il faut comme elle a dit, qu'on aille à l'industrialisation de nos produits. On a beaucoup d'idées, je veux dire que le manioc n'a pas encore montré toute cette transformation. Il y a beaucoup de choses encore à faire avec le manioc. Un dernier mot? Le dernier mot, c'est vraiment de vous dire merci pour la lucane que vous donnez à l'OCPV, de pouvoir s'exprimer et de pouvoir peut-être passer un dernier message à tous ceux qui veulent vraiment l'accompagnement à la commercialisation, de nous faire un retour avant la récolte, 1 à 2 mois avant quand même la récolte, pour qu'on ait vraiment cette latitude-là de trouver vraiment tous les acheteurs qui seront capables vraiment de donner un prix rémunérateur aux producteurs. Vraiment, merci encore à vous. Merci à vous, mesdames. Merci à vous, monsieur, d'avoir été là. 800 milliards de francs CFA par an pour la ticket. 300 000 femmes qui en vivent. Le manioc est un trésor national. Je vous remercie à vous qui avez participé à cette émission. Vous aussi qui l'avez suivi. Bien sûr, Made in Africa continue d'informer, de décrypter, mais aussi d'inspirer. Et vous êtes chaque année de plus en plus nombreux à nous suivre ici en Côte d'Ivoire et au-delà. Quant à moi, je vous donne rendez-vous très bientôt pour un nouveau numéro de Made in Africa. Vous pouvez bien sûr retrouver cette émission sur notre site internet, c'est www.rti.ci ou sur l'application RTI Mobile. Vous pouvez également suivre nos activités sur les réseaux sociaux. Tapez Made in Africa sur Facebook et Made in Africa TV sur Instagram et Twitter. Merci à tous ceux qui ont contribué à la préparation de cette émission, aux équipes de production d'Elephant Africa et aux équipes de la RTI pour la réalisation. Excellente suite de programmes sur RTI 1. À très bientôt.